entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Iran, USA, cessez-le-feu. Macron, un rituel démoniaque dans Notre-Dame. Et puis, 10 ans d'En Marche, la France qui recule. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, France Ambroche, Farisme, Bernard Carré, Philippe Bohen, Pierre Bourda, ma chère Yvette Poré et ma chère Anissé. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Iran, USA, cessez le feu. Chaque camp, vous vous en doutez, revendique la victoire. Mais quel soulagement! On a frôlé le drame absolu. Hier, je n'avais pas vraiment le cœur à rire. C'est pour cette raison que je n'ai pas fait de rubrique fantasy. Voilà, le soulagement, le cessez-le-feu. Le Pakistan confirme que l'Iran et les États-Unis ainsi que leurs alliés ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban. Pour le Liban, l'espoir a été de très courte durée, 4 heures, car Israël a envoyé un communiqué expliquant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu avec le Liban, seulement avec l'Iran. Hier, Donald Trump menaçait l'Iran de la bombe nucléaire. Et cette nuit, revirement, un cessez-le-feu. Comment expliquer un tel revirement? Remontons un peu le fil du temps. Pour comprendre ce cessez-le-feu, épisode 1, refus d'une intervention armée de la part de l'état-major américain. Oui, les têtes pensantes de l'armée américaine refusent une opération terrestre. Colère du secrétaire à la défense Peter Hegseth, qui défend cette option depuis de longues semaines, et il limoge dans la foulée le chef d'état-major de l'armée américaine ainsi que d'autres très hauts gradés des généraux. Il se murmure dès lors qu'une opération terrestre va être lancée. Île de Carque, débarquement, uranium, les rumeurs vont bon train. Et nous avons ceci. Épisode 2, la grande humiliation iranienne entre guillemets. Donald Trump a qualifié le sauvetage d'un pilote américain dont le F-15 a été abattu en Iran d'opération audacieuse et d'humiliation pour Téhéran. Le pilote, gravement blessé, a été récupéré par les forces spéciales américaines. Bravo d'ailleurs à elles, ils ont montré un courage tout à fait exceptionnel. Trump a célébré ce succès sur son trousse sociale comme une victoire majeure, narguant l'Iran malgré la destruction d'appareils américains sur place. Point clé de l'opération, pilote sauvé, humiliation pour l'Iran, détail tactique, la CIA a utilisé une ruse pour tromper l'Iran sur la localisation du pilote. Perte matérielle, l'opération n'a pas été sans coût avec la destruction d'hélicoptères Black Hawks et d'avions C-130 américains sur place pour éviter leur capture. Petit point rhétorique. Trump utilise des hyperboles, grand succès, humiliation pour l'Iran. Ces exagérations ont pour but non seulement de flatter le patriotisme américain, que Donald Trump essaie de reconquérir, mais aussi de détourner l'attention sur la réalité de l'opération. Oui, car lorsqu'on parle d'humiliation pour l'Iran, moi je veux bien, mais il y a eu des avions américains qui ont été abattus, et lors du sauvetage, on a vu que les dégâts avaient été très importants. Alors bien sûr, Donald Trump apparaît à la télévision pour dire que tout va dans le meilleur des mondes. Mais voilà, la chute des C-130. Épisode 3, un débarquement raté. Oui, car ce que l'on nous présente comme une opération de sauvetage au cœur de l'Iran est en fait une opération spéciale américaine de grande ampleur qui a misérablement raté. La presse anglo-saxonne se fait donc l'écho de 2 pistes, une base au cœur de l'Iran, mais le débarquement n'a pas pu se faire, ou une mission pour récupérer l'uranium. Ce qui accrédite ces versions, ce sont les importants dégâts que les Américains ont laissés sur place. Les cris de victoire, une fois de plus de Donald Trump, avaient pour but de masquer un échec militaire cinglant. Dans ces conditions, le pouvoir américain se retrouvait dans une impasse stratégique. Le fameux bourbier
dont je vous ai parlé depuis le début. Épisode 4, l'impasse du 6 au 7 avril 2026. Le pétrole restait à plus de 110 dollars le baril pour le Brent, jusqu'à 112 pour le WTI. Il y avait un peu partout dans le monde des pénuries de kérosène, d'essence, d'engrais, de plastique, et nous étions face à une crise majeure énergétique. Le dollar, le pétrodollar, était menacé. Quant au détroit d'Ormuz, il était toujours bloqué aux navires américains. Les Iraniens négociaient avec tous les autres pays, et la capacité iranienne militaire de riposte était intacte. Cela devenait vraiment intenable pour Donald Trump. Son isolement diplomatique était flagrant. Quant à l'opinion américaine, elle était de plus en plus hostile à cette guerre. Et je ne parle même pas des MAGA qui se déchaînaient sur l'exécutif. Oui, une véritable impasse. Et puis, quelles étaient les options militaires américaines? Les bombardements massifs? Mais l'Iran répondait du tac au tac. C'est ainsi que le champ pétrolier de Jubaï en Arabie Saoudite a été détruit. Et en plus, ces bombardements ont une conséquence, c'est de souder la population iranienne derrière leur pouvoir. Fini le changement de régime. Et autre conséquence de ces bombardements, Fatih Birol, je vous en ai parlé hier, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, la crise actuelle est plus grave que celle de 73, 79 et 2022 réunis. Et ces inquiétudes sont partagées par tous les économistes américains. Ils ont peur en effet que cette guerre provoque un krach boursier sans précédent et élimine en quelque sorte les États-Unis. Et puis, ces bombardements sont des crimes de guerre. Au Moyen-Orient, Israël exprime des regrets après avoir détruit une synagogue à Téhéran. Les Américains découvrent en effet qu'il y a plus de 100 synagogues en Iran, dont 30 à Téhéran. Mais quelle tragédie! Juifs, chrétiens, athées, étudiants, ceux qui s'opposaient le plus au pouvoir des mollahs sont ceux qui sont le plus touchés par ces bombardements. Face à cet échec patent, blessé dans son orgueil, Trump est prêt à tout. Trump, une civilisation entière mourra ce soir, hier soir. Jamais elle ne pourra être ressuscitée. Je ne veux pas que cela arrive, mais c'est probablement ce qui se passera. Pour ne pas subir la défaite, Trump était prêt à lancer des bombes atomiques sur l'Iran. C'est ce qu'on entendait également dans la bouche des extrémistes israéliens. Face à ces propos de fou furieux, mobilisation générale. Trump a perdu la face, il devient fou. L'extrême gravité des menaces de Trump, conjuguée à son désespoir croissant de trouver une issue au conflit, a accru les craintes qu'un président instable puisse tenter d'utiliser une arme nucléaire. Selon le système américain, un président des États-Unis dispose d'une autorité exclusive pour ordonner un lancement nucléaire. Pour ce faire, il convoquerait un appel de conférence de sécurité avec le Centre de commandement militaire national. Un aide militaire, qui est toujours proche du président, ouvrirait le football nucléaire, une mallette contenant les options de frappe nucléaire, ainsi que les codes pour confirmer son autorité présidentielle. La seule façon d'arrêter l'ordre serait que les personnes dans la chaîne de commandement la jugent illégale. En janvier 2021, le président de l'époque du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Mark Milley, était si préoccupé par l'instabilité de Trump qu'il aurait dit à ses officiers supérieurs de s'assurer qu'ils soient impliqués dans toute décision nucléaire. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ne croyez pas que je suis ironique là en ce moment, parce qu'on sait que des hauts gradés américains, des militaires américains ont refusé plus ou moins de participer à cet ordre et qu'ils ont prévenu en urgence les élus démocrates qui se sont réunis et démocrates veulent au plus vite que tous les parlementaires reviennent en urgence à Washington. En ce moment, c'est une période de vacances pour les parlementaires. Et ils veulent, disent-ils, destituer le président Trump en disant qu'il est fou. C'est un communiqué officiel. Oui, tous ces démocrates accusent Trump d'être instable, périlleux et de vouloir commettre des actes génocidaires contre tout un peuple. Sa sainteté le pape est également intervenu. Le pape Léon XIV juge totalement inacceptable la menace de Donald Trump visant l'Iran, après ses propos évoquant la destruction d'une civilisation entière. Il appelle les citoyens du monde à faire pression sur leurs dirigeants pour mettre fin au conflit.
dénonçant une guerre injuste et rappelant que les attaques contre les civils bafouent le droit international. En coulisses, donc, les catholiques s'activent, et notamment J.D. Vance. Petit rappel, selon Maggie Haberman et Jonathan Swan du New York Times, Trump a été entraîné dans la guerre contre l'Iran par Bibi, qui croyait qu'il serait facile de décapiter le gouvernement et de remplacer le chef d'État par une personnalité comme Reda Pahlavi. Bibi aurait aussi dit que le Mossad pouvait y mener une révolution de l'intérieur. Les responsables du renseignement américain ont prévenu Trump que le projet israélien n'était pas fiable. Le patron de la CIA, Ratcliffe, aurait dit qu'il était grotesque et Marco Rubio aurait dit que c'était du bullshit. Le vice-président, J.D. Vance, était le plus gros opposant à la guerre et a tenté de convaincre Trump de ne pas la mener. Il a prévenu que cette guerre pourrait déclencher un chaos au Moyen-Orient avec de nombreuses victimes, qu'elle réduirait les stocks de munitions de l'armée états-unienne, qu'il ne fallait pas sous-estimer les capacités de représailles des Iraniens et que cela serait très mal perçu par les électeurs de Trump, qui ressentiraient la guerre comme une trahison. Donald Trump était convaincu que l'attaque de l'Iran serait courte et rapide comme au Venezuela. C'est donc J.D. Vance qui a mené les négociations avec l'Iran. Il a pu, par moments, formuler, des énormités, mais c'était afin de montrer sa fidélité à Donald Trump. Oui, en politique, on est obligé d'avaler quelques couleuvres. Mais la réalité est là. Il s'est battu pour le cessez-le-feu et il a gagné. Dernière minute, donc, J.D. Vance a joué un rôle déterminant dans la négociation du cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran ce soir. J.D. Vance, c'est l'Amérique qu'on aime. Quant à l'Iran, elle a bien confirmé que le détroit d'Ormuz serait ouvert pendant les 2 semaines de cessez-le-feu, même si Téhéran en conserve le contrôle. Dans la foulée, les prix du baril ont perdu 10%. Ils sont redescendus en dessous des $100. L'Iran déclare avoir forcé les États-Unis à accepter son plan en 10 points, qui comprend les conditions suivantes. Engagement de non-agression, contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, acceptation de l'enrichissement d'uranium de l'Iran, levée de toutes les sanctions primaires, levée de toutes les sanctions secondaires, annulation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, annulation de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs, paiement d'indemnisation à l'Iran, retrait des forces de combat américaines de la région, arrêt de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Trump déclare que ce plan est une base viable. Vous comprenez mieux le triomphalisme ce soir du côté iranien. Mais en même temps, les points 8, 9, 10 ont peu de chances d'être acceptés par les Américains. Mais sur le plan 8, les US pourraient obtenir de Téhéran des investissements en Iran. Cela permettrait de sauver la face. J.D. Vance a obtenu de Trump qu'il se rende. Et du côté iranien, selon des sources, des responsables chinois ont encouragé l'Iran à chercher une voie vers un cessez-le-feu dans la guerre avec les États-Unis. Ceux qui ressortent vainqueurs de cette confrontation, le Pakistan qui a mené les négociations, la Chine qui a fait fléchir l'Iran et J.D. Vance. Oui, J.D. Vance, c'est l'homme de l'année. Personne dans l'entourage proche de M. Trump n'était plus inquiet à l'idée d'une guerre avec l'Iran, ni n'a fait davantage pour essayer de l'empêcher que le vice-président. Et c'est lui qui a obtenu le cessez-le-feu. Maintenant, il faut prier pour que ce cessez-le-feu tienne et que personne ne vienne le saboter, et que surtout le Liban sorte de l'enfer. Vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit en m'envoyant d'ailleurs une vidéo en me disant « Qu'en pensez-vous, Louis ?» Eh bien, on va regarder. Récupérer son dossier, elle dit avoir vu dans ce halo de lumière Macron. Macron au centre d'un cercle, comme si Macron était dans une forme de rituel. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons, maintenant je Merci à JPTTV et le reste de la vidéo est dans ma description. Nicolas Stoker, très bon journaliste de GPTTV, balance sec, j'ai un témoignage de première main d'un magistrat haut placé, une conservatrice de Notre-Dame pendant les travaux entre le soir dans la cathédrale, vous l'avez entendu, dans un halo de lumière, a reconnu le poudrer dans un drôle de rituel. Premier point. Nicolas Stoker est un journaliste très rigoureux et nous le remercions de ce témoignage. Mais voilà, pour que
son hypothèse soit validée, il faudrait qu'il y ait 3 autres sources concordantes. Sinon, Rudy vous tombe dessus et crie au complotisme, etc., etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas du vérifiable. Par contre, on peut peut-être s'interroger sur les relations de Manu et Notre-Dame, le démon. Il est temps de savoir ce qui a provoqué l'incendie. 7 ans après la catastrophe de Notre-Dame, les langues se délient. 7 années se sont écoulées depuis l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris sans qu'aucune cause n'ait pu être encore avérée. Tandis que l'enquête judiciaire tarde à aboutir, certaines hypothèses ressurgissent. Et là, on touche le point le plus important. Lorsque les flammes de l'incendie sont apparues sur les écrans de télévision, sur les chaînes d'information en continu, tous les journalistes ont beuglé unanimement « c'est un accident ». Et tous ceux qui affirment que c'est un attentat, eh bien, sont d'horribles complots. Ces journalistes ne savaient rien sur l'origine de l'incendie, mais ils affirmaient que c'était un accident. Ben voyons. Quant aux vrais spécialistes, les plus réputés, conservateurs, spécialistes du bois, ils ont tous expliqué que l'origine criminelle était à privilégier. Vous vous rappelez notamment de ce spécialiste du bois. Hein. Nous avons des poutres à Notre-Dame qui étaient très anciennes et qui ne prenaient pas feu comme cela. Eh bien, ils ont été écartés, ils ont reçu des pressions. Et qui on a entendu sur les plateaux de télévision? Les fameux experts sur tout et sur rien, estampillés macronards. Cette précipitation journalistique cachait quelque chose, peut-être cela. Il faut rouvrir les cahiers de doléances. Alors qu'Emmanuel Macron devait en tirer des leçons le 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame, le même jour, lui fit oublier le grand débat. Étonnant, non? Vous comprenez? Cet incendie, quelle maléfique surprise! Oui, cet incendie a permis aux poudrés d'éviter une explication sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes. L'incendie de Notre-Dame a permis à Emmanuel Macron de tourner justement cette page des manifestations. Il est expliqué en com qu'il est parfois nécessaire de fabriquer un bad buzz pour détourner l'attention du public, des Français, d'une situation un peu périlleuse pour le pouvoir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, tout cela c'est du complot, comme dit le bon Rudy. Et le jour de l'incendie, il y avait de prestigieux spectateurs. Cette église, nous l'avons rendue au culte, le Poudré. Michelle Obama était donc aux premières loges, sur un bateau-mouche, pour assister au spectacle, entre guillemets, de l'incendie de Notre-Dame. Au culte, en un seul mot, c'est ce qu'insinue Nicolas Stocker. Mais vous me direz, mais ce sont des malheureux hasards. Oui, oui, des malheureux hasards. Quant au Poudré, il aime bien jouer avec les codes du démon. Vous vous rappelez de son jet ski 666? Pour ceux qui imaginent que c'est une photo truquée, je les renvoie au Times, à Paris Match. C'est vérifiable en un clic. Rouge et 666. Mais il joue à quoi, le Poudré? Faut-il également rappeler la scène blasphématoire des Jeux Olympiques? Et il y a ça. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Voilà les codes du démon. Généralement, certains esprits malins me font remarquer que tout cela est du domaine de la coïncidence. Un scooter rouge, une lumière rouge et le chiffre 666? Oui, oui, une coïncidence. Et la marmotte met le chocolat dans le papalu. Par contre, cela peut être une stratégie de communication. Joe Kent vous a expliqué. Et oui, vous tentez en quelque sorte les téléspectateurs avec ces codes démoniaques et la presse aux ordres vous reprend de volée en expliquant que vous êtes un sale complot. Et ainsi vous êtes décrédibilisé. C'est fort possible. Mais s'il y avait que des couleurs et des chiffres infernaux, dans l'incendie de Notre-Dame, celui qui était chargé par exemple de la reconstruction, le général Georgelin, on l'a retrouvé mort au fond d'un ravin, officiellement d'une crise cardiaque. Et puis,
il y a tout ce dossier. Pam Bondi, désormais ex-ministre de la Justice, a été évincé de l'administration de Trump. Certains médias parlent d'une vengeance de ne pas avoir suffisamment fait inculper ses ennemis. C'est la version officielle, mais la version officieuse, cela permet d'enterrer l'affaire Epstein. Circuler, il n'y a rien à voir. Un point factuel. Le FBI a en sa possession des milliers et des milliers d'heures de vidéos de criminels abusant des enfants. Combien d'inculpations ? 0. Dès qu'on aborde ce sujet, pas vrai Rudy, on est accusé de complotisme et les enquêtes mystérieusement s'arrêtent. Pourtant, les faits sont avérés. Pourquoi ? Je pense que vous avez la réponse. Aucun média ne dit que BHL est impliqué dans l'affaire Epstein. Et oui, cet agent d'influence qui vit de nos impôts est plusieurs fois cité, notamment en lien avec Jack Lang au Sénégal. Il pourrait s'agir d'ailleurs d'actes épouvantables cachés par les médias complices. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, est plusieurs fois cité dans les Epstein Files. Il aurait rencontré à Dakar en 2011 et généreusement prêté un théâtre à Jack Lang en 2015 pour une projection privée avec Epstein. Silence total des médias. Et pour cause, donc, BHL est infiltré partout dans la presse, sur Arte, au Point, dans l'édition. Et c'est ainsi que Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, a bénéficié d'un financement total de 750 000 € pour des documentaires et films. Un conflit d'intérêts flagrant. Et tous ceux qui sont donc liés aux diableries d'Epstein, Macron, Jack Lang, BHL, sont aux manettes. Alors ils se couvrent tous. Écoutez ce récit édifiant de Charles Aloncle. Je voudrais aussi vous faire réagir aux propos qui ont été tenus dans le cadre de cette commission d'enquête il y a quelques jours par Jacques Cardoz, ancien présentateur de France Télévisions. Il a eu des propos très forts puisqu'il a accusé sous serment devant nous que France Télévisions achetait le silence de victimes ou de témoins de déviance sexuelle au moyen de protocoles d'accord particulièrement onéreux. Est-ce que vous-même, à l'époque, vous avez eu connaissance de pratiques similaires, de protocoles d'accord onéreux et importants pour acheter le silence de témoins ou de victimes de faits de déviance sexuelle, comme le relate Jacques Cardoz? Absolument pas. Si je vous pose la question, c'est parce que j'en reviens à la situation de cet employé que je vous indiquais, que j'appellerai Madame J, qui a été licenciée donc du jour au lendemain à 6 mois de grossesse. J'ai pu prendre connaissance dernièrement de la situation de cette personne. Bon, son sérieux et son professionnalisme, je vous l'ai dit, visiblement étaient très largement et publiquement reconnus. J'ai pu d'ailleurs consulter des témoignages transmis par ses anciens collègues, comme par une membre du CHSCT de l'époque qui en atteste. Cette personne avait pour métier de gérer le public sur le plateau. Elle a été licenciée en 2010 de France TV Studio, qui s'appelait à l'époque MFP. Elle a été licenciée pour avoir visiblement dénoncé des faits d'agression sexuelle très graves commis lors d'une émission C'est ce soir ou jamais, le 8 décembre 2009, par des cadreurs de l'émission. Les témoignages de victimes que j'ai pu consulter sont aussi scabreux que multiples et accablants. Et lorsque cette personne qui gère le public rapporte les faits à la direction de France Télévisions, on lui intime de ne rien dire. Pire, elle est même licenciée sur le champ. Elle est alors enceinte de 6 mois par sa responsable, qui a depuis été promue directrice d'un pôle de France TV Studio. Le défenseur des droits, à l'époque la HALD, reconnaîtra la discrimination, si bien que France TV Studio signera un protocole d'accord pour l'indemniser en échange de son silence. Monsieur le Président, Monsieur Hajdari, vous étiez à l'époque directeur de France Télévisions, plus précisément secrétaire général et directeur général délégué. Interrogé sur ces faits d'une extrême gravité, impliquant des indemnisations pour couvrir des actes d'agression sexuelle qui font écho aux accusations de Jacques Cardoz, sous serment devant notre commission, Martin Hajdari, Arcom, a déclaré de ne pas se souvenir précisément de ce dossier et ne pas avoir connaissance de tels faits. Quand on affirme qu'on a affaire à une mafia et que tous ces gens se protègent les uns les autres. Prenez par exemple le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire. Inès de Raguenel, élue parisienne, révèle qu'une lettre a été envoyée à Anne Hidalgo demandant une enquête dans le périscolaire avant que des agressions ou des violences soient commises. Cette demande a été refusée. La même équipe est toujours en place. Pascal Praud. Il y a évidemment des gens qui sont au courant. Et ce que je trouve incroyable, je le dis, c'est
pas de mise en examen. Ouais. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Oui. Même pas de convocation, en Il fait. y a des choses qui n'est pas claires. On a Et l'impression effectivement, c'est arrivé d'ailleurs assez C'est simple, hein. Epstein ou périscolaire, même combat. Oh, c'est pas très compliqué, hein. Quand on relie les fils de toutes ces affaires dont je viens vous parler, on remonte toujours au même niveau. 10 ans Emmanuel Macron président. La plus grande imposture du siècle. Oh oui. 10 ans après son émergence, le macronisme survivra-t-il à Emmanuel Macron ? Rejeté dans les sondages, laminé dans les urnes, massacré par celui-là même qui aurait dû les défendre et qui a préféré céder aux caprices d'une dissolution qu'ils n'ont toujours pas digérée, les macronistes ont le moral dans les chaussettes. Ils se rêvaient nouvelle force dominante, installée pour longtemps au centre du paysage politique. Les voici renvoyés à l'humiliant statut de composante minoritaire d'un nébuleux socle commun. Le parti des winners s'est mué en fédération de la loose. Il faut dire que cette semaine, c'est un concours chez les macronards à celui qui sera le plus infect ou le plus débile. Pour le ministre du Travail, il n'y a pas de pénurie d'essence et tout est de la faute des Français et de leur comportement. Ah oui, tout est toujours de la faute des Français. Et figurez-vous qu'il y a bien raison, puisque ce sont les Français qui ont réélu le gars qui leur explique que tout est de leur faute et pas de la sienne, alors qu'ils ont toutes les preuves que c'est un menteur compulsif et un pervers. Autre débilité, le prêt pour acheter de l'essence. Carburant. C'est-à-dire que l'État, 50 000 euros. vous allez emprunter pour payer Oui. des taxes maintenant. C'est incroyable. Oui. C'est un système incroyable. L'État va vous prêter de l'argent Oui. pour que vous puissiez lui payer des taxes. Mais c'est vrai que Sur les taxes. C'est un truc de fou pour payer la taxe qui elle-même sur la taxe taxe. une Ah, on progresse dans la démence. L'effondrement d'un régime est plein de surprises savoureuses. Pourtant, des solutions existent. On pourrait, par exemple, faire 4 milliards d'économies. L'ADME doit disparaître au plus vite. Les salariés de l'ADME craignent le démantèlement de leur agence par l'État. Les parasites tremblent. Il y a de quoi. Tous ceux qu'ils ont proposés ressemblaient à de la folie furieuse. Ce sont eux qui ont imaginé la campagne « Plante ton slip ». Dans cette galerie de portraits, il ne fallait surtout pas oublier Valérie Hayé. 10 ans d'En Marche et de Renaissance, 10 ans de porte-parole, de tractage, de réunions publiques, de campagnes, 10 ans de réussites qui ont dépassé toutes nos attentes, 10 ans de transformation de la France et de l'Europe, 10 ans de rencontres formidables et d'enseignements au quotidien. Et ce qu'il y a même de drôle dans son tweet, c'est qu'elle nous présente des photos, ils sont 4-5 Pékin par cliché. Oui, 10 ans d'En Marche et la France recule. 10 ans d'échecs, 10 ans de forte hausse de la dette publique. Et il faut être né avant la honte pour célébrer ça. La transition est toute faite avec ma page Fantaisie. Emmanuel Macron a un fan club. Mais où ? En Corée. Emmanuel Macron accueilli comme une star par son fan club coréen. Ils ont le sens du masochisme là-bas. Dans Psychose, Norman Bates vit avec sa mère empaillée. Et alors ? Évitons de se faire avoir une nouvelle fois. Poulain des médias 2017, Poulain des médias 2027. Les mêmes couvertures et les mêmes slogans. À Pâques, Édouard Philippe était présent. Joyeuse Pâques avec Édouard Philippe, bien sûr. Et à Pâques, j'espère que vous avez remercié les cloches. Édouard Philippe réunit les Avengers de la loose avec Pécresse et Jean-François Copé. Le nouvel Obama à Saint-Denis. Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, que certains considèrent comme la Pix, comme le nouvel Obama français. C'est vrai que cela fait rêver, hein. Obama, les millions de tués dans les guerres, le progressisme totalitaire, le mondialisme. Oui, il y a vraiment de quoi rêver. Une photo qui pourrait résumer le message d'Obama. Zelensky est le président syrien. Allez, une dernière un peu plus légère avec Maxi Bernard.
J'ai posé 5 minutes ma Brigitte en chocolat pour aller faire pipi et quelqu'un en a profité pour manger le bout qui dépassait. Mais qui a fait ça? Sacré Maxi Bernard. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. De bonnes nouvelles aujourd'hui. À bientôt, au revoir.